Vous souvenez-vous de l'époque où acheter une moto neuve était excitant? Ce n'est plus le cas. Entrez dans une concession aujourd'hui et vous verrez des rangées et des rangées de motos invendues. Des motos qui auraient dû être un succès, mais qui se sont avérées être des flops. Dans ce compte à rebours, nous vous présentons 7 motos qui prennent la poussière alors que les concessionnaires font tout leur possible pour les vendre. Numéro 7. Kawasaki W800. Au premier abord, la Kawasaki W800 semble faire rêver les passionnés de motos classiques. Elle possède tout le charme qu'on peut souhaiter. Roues à rayons, généreux éléments chromés, réservoir sculpté et une position de conduite droite et résolument nostalgique, typique des bicylindres britanniques d'époque. Kawasaki l'a conçu comme un hommage à la série W classique des années 1960. Et en termes de design, c'est une réussite. Malheureusement, les points positifs s'arrêtent là. Sous son allure rétro séduisante, la W800 est prisonnière du passé, et ce, de la pire des manières. Elle est propulsée par un bicylindre vertical refroidi par air de 773 cm3. Ce moteur ne développe que 50 chevaux et 62 Nm de couple, des chiffres qui paraissent bien insuffisants en 2025. Si le moteur est souple et la sonorité de l'échappement agréable, il manque cruellement de puissance pour justifier le prix de la moto, surtout face à une concurrence bien plus performante pour un prix équivalent, voire inférieur. Avec un prix de départ de $10 099, la W800 se situe dans une zone tarifaire délicate. Elle est nettement plus chère qu'une Honda Rebel 500 qui offre un style rétro similaire à un prix bien inférieur. De plus, elle est surclassée par la Triumph Speed Twin 900 qui développe 64 chevaux et 80 Nm de couple. Les motards à la recherche d'une moto rétro abordable lui préféreront donc une option moins onéreuse, tandis que ceux qui privilégient la performance se tourneront vers Triumph, voire vers la nouvelle Royal Enfield Interceptor. La W800 souffre également d'un problème de poids. Avec ses 225 kg, elle paraît lourde à l'avant à basse vitesse et manque de réactivité dans les virages serrés. De ce fait, sa maniabilité est plus difficile que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une motocruiser de moyenne cylindrée. Elle manque de l'agilité des modèles plus modernes et n'offre pas le type de conduite qui incite à une conduite dynamique sur les routes sinueuses. La boîte 5 vitesses et les suspensions basiques ne font qu'accentuer ses limitations, lui donnant un aspect dépassé, non pas de manière charmante, mais plutôt de manière frustrante. Le confort est un point fort de la W800. Son guidon droit, sa selle moelleuse et sa position de conduite neutre la rendent agréable pour les courts trajets et la conduite en ville. Mais ce confort s'estompe sur les longs voyages. Le manque de protection contre le vent, la faible capacité du réservoir et la puissance modeste du moteur transforment les trajets autoroutiers ou les longs voyages en une véritable corvée. Elle a l'air capable de traverser des États entiers, mais en réalité, vous devrez faire le plein et vous reposer avant même d'avoir parcouru 160 km. Un autre problème auquel la W800 est confrontée est son identité. Ce n'est pas une machine performante, ce n'est pas une moto de ville high-tech, et elle n'est pas assez robuste pour être une moto pratique au quotidien. Elle est cantonnée à un créneau étroit, celui d'un cruiser au style vintage, qui n'offre aucune performance, technologie ou possibilité de personnalisation exceptionnelle. Et sur le marché actuel de la moto, où les acheteurs exigent soit de la puissance, soit de la polyvalence, soit des fonctionnalités modernes, c'est une combinaison perdante. Malgré la réputation bien méritée de Kawasaki en matière de qualité et de fiabilité, la W800 n'a pas rencontré le succès escompté. C'est une moto qui peut séduire les collectionneurs ou les passionnés de motos rétro, mais pour la plupart des motards, elle n'offre tout simplement pas assez. C'est pourquoi on voit encore des W800 prendre la poussière dans les concessions. Et d'un modèle classique qui a connu des ratés d'allumage à un cruiser japonais qui a pris un coup de vieux. Numéro 6, Yamaha Bolt Airspec. À sa sortie, la Bolt Airspec semblait être la moto urbaine moderne par excellence. Son style brut, sa silhouette minimaliste et son caractère affirmé séduisaient les jeunes motards en quête d'une alternative aux cruisers américains classiques. Mais aujourd'hui, en 2025, la Bolt Airspec fait figure d'antiquité. Non pas qu'elle soit vieille, mais parce qu'elle n'a jamais vraiment évolué. Au cœur de cette moto se trouve un moteur bicylindre en V à 4 temps, refroidi par air, d'une cylindrée de 942 cm3. Il développe environ 51 chevaux et 85 Nm de couple. Si ces chiffres étaient compétitifs à sa sortie, ils sont aujourd'hui dépassés. La réponse à l'accélérateur est molle et les accélérations ne sont pas impressionnantes. Face au modèle moderne, elle est tout simplement surclassée. Yamaha a conçu la Bolt Airspec pour rivaliser avec les modèles Sportster de Harley-Davidson, notamment les 883 et Iron 1200. Elle se distinguait par un style épuré, une selle monoplace et un cadre compact. Mais là où Harley-Davidson a misé sur la modernisation de ses modèles au fil du temps, Yamaha a laissé la Bolt stagner. Elle conserve ses 2 amortisseurs arrière traditionnels, est dépourvue de mode de conduite, et son tableau de bord reste rudimentaire.
un petit écran numérique intégré à un cadran rond de style analogique. Pas de Bluetooth, pas de technologies avancées, pas d'assistance au pilotage. Avec un prix de départ de 8,899 $, la Bolt se trouve dans une position délicate. Plus chère que la Honda Rebel 500, elle n'offre pourtant ni les performances ni la qualité de finition des cruisers haut de gamme comme l'Indian Scout Bobber. Même les nouvelles gammes Meteor et Super Meteor de Royal Enfield attirent l'attention en proposant des équipements plus modernes à un prix inférieur. Les motards décrivent souvent la Bolt comme suffisante. Suffisante pour les courts trajets, suffisante pour la ville, suffisante pour avoir du style. Mais cela ne signifie pas qu'elle soit excellente. Ce n'est pas non plus une moto confortable pour les longs trajets. La faible hauteur de selle et les commandes en position centrale conviennent en ville, mais après 1 heure sur l'autoroute, la conduite devient inconfortable et l'espace restreint. La suspension peine sur les bosses et l'autonomie limitée du petit réservoir de 13 litres, 3,4 gallons, oblige à des arrêts fréquents pour faire le plein. La maniabilité est acceptable. Son châssis étroit et son poids plume, environ 245 kg, la rendent agile dans les parkings et les virages serrés. Cependant, la conception datée de son châssis et son manque de garde au sol en virage la pénalisent lorsqu'on souhaite la pousser dans ses retranchements. C'est une routière qui se veut agressive, mais qui se conduit comme une citadine. Au fil des ans, la Bolt Air Spec a acquis un statut culte. Les motards appréciaient sa simplicité et son potentiel de personnalisation. Mais en 2025, ce marché s'est réduit. Les nouveaux motards sont plus exigeants envers les motos de série. Ils recherchent une technologie plus avancée, des moteurs plus puissants et une véritable polyvalence à long terme. La Bolt n'offre rien de tout cela. C'est une moto conçue pour une époque révolue. Yamaha n'a pas encore officiellement arrêté la production de la Bolt, mais celle-ci a considérablement ralenti. La fin est inévitable. La plupart des concessionnaires la retirent discrètement de leur gamme, au profit de modèles plus récents, mieux adaptés aux besoins des motards d'aujourd'hui. Et dans les concessions, la Bolt Air Spec passe généralement inaperçue. Nous avons testé chaque moto de cette liste pour vous éviter de dépenser inutilement votre argent chez le concessionnaire. Si vous trouvez cela utile, abonnez-vous. Et en parlant de motos délaissées, parlons de la moto trail censée sauver Harley. Numéro 5. Harley-Davidson Pan America. Lorsque Harley a lancé la Pan America, c'était bien plus qu'un simple nouveau modèle. C'était une affirmation. C'était la première véritable tentative de Harley pour pénétrer le marché des motos de tourisme d'aventure, un segment longtemps dominé par des marques comme BMW, Honda et KTM. Au lieu du chrome et des cadres bas, la Pan America affichait une silhouette haute et agressive et regorgeait de technologie. C'était un pari audacieux qui, sur le papier, avait le potentiel de redéfinir l'image de Harley auprès d'une nouvelle génération de motards. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Au cœur de la Pan America se trouve le moteur Revolution Max, un bicylindre en V à refroidissement liquide de 1152 cm3. Il développe 150 chevaux et 128 Nm de couple, ce qui la place en concurrence directe avec des modèles comme la BMW R Bulo 150 GS et la KTM 1290 Super Adventure. Les chiffres sont impressionnants. En fait, c'est l'une des Harley les plus puissantes jamais construites. Mais les chiffres ne font pas tout, surtout quand le public se méfie de l'écusson sur le réservoir. Si la Pan America a impressionné les journalistes par ses caractéristiques techniques, les motards ont rapidement rencontré des problèmes. Les premiers modèles souffrirent de problèmes de fiabilité, dysfonctionnements électroniques, surchauffe moteur inattendue et passage de vitesse difficile. Certains propriétaires ont même signalé que leur moto passait plus de temps chez le concessionnaire que sur la route. Le système de réglage automatique de la hauteur de selle, pourtant très vanté et censé abaisser automatiquement la selle à l'arrêt, présentait parfois des dysfonctionnements. Et lorsque cela arrivait, la confiance des motards dans la capacité de Harley-Davidson à fournir des technologies modernes et fiables s'en trouvait ébranlée. Sur le plan ergonomique, la Pan America était réussie. Elle offrait une position de conduite droite, un large guidon et un pare-brise réglable, ce qui la rendait confortable pour les longs trajets. La hauteur de selle était acceptable pour la plupart des motards, d'autant plus que le système de réglage fonctionnait correctement. Mais ce confort ne pouvait dissiper le scepticisme qui planait sur la moto dès son lancement. La Pan America a également souffert d'un manque d'identité. Les motards Harley traditionnels ne la considéraient pas comme une vraie Harley. Elle était trop haute, trop silencieuse et trop différente de ce à quoi ils étaient habitués. Parallèlement, les passionnés de motos d'aventure n'étaient pas prêts à abandonner leurs machines européennes éprouvées pour un modèle de première génération d'une marque de cruiser. Elle se trouvait ainsi dans la position délicate de devoir séduire deux groupes qui n'en voulaient pas. Côté prix, la Pan America était proposée à partir de 17 199 $ pour le modèle standard et à 2399 $ pour la version spéciale, qui comprenait une suspension électronique, des plaques de protection en aluminium, des protège-mains et d'autres améliorations.
Ce tarif n'était pas exorbitant pour le segment, mais il était suffisamment élevé pour que les acheteurs s'attendent à la perfection. Et ils n'ont pas été servis. Ses capacités tout-terrain étaient ranées correctes, sans être exceptionnelles. Sur route, sa tenue de route était meilleure que prévu, avec un bon équilibre et un freinage réactif. Mais là encore, Harley ne proposait rien qui puisse véritablement surpasser la concurrence. Dans une catégorie où des décennies de perfectionnement ont été nécessaires, la Pan America donnait l'impression d'être une première ébauche au milieu de modèles chevronnés et affûtés. C'était un effort louable, mais arrivé trop tard et insuffisant pour se démarquer. Malgré sa puissance et la plateforme la plus avancée technologiquement jamais conçue par Harley, la Pan America n'a pas suscité l'enthousiasme escompté. Mais Harley n'est pas la seule à perdre du terrain. Même les constructeurs européens connaissent des difficultés en concession. Numéro 4. BMW F900 XR. Cette moto était censée être le compromis idéal entre les sensations d'une sportive et le confort d'une routière. Sur le papier, elle promettait polyvalence, facilité d'utilisation au quotidien et le savoir-faire allemand. L'idée était simple, allier un style agressif à une position de conduite droite et offrir aux motards une machine aussi à l'aise sur les routes sinueuses que sur les autoroutes. Mais une fois sur la route, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Au cœur de la moto se trouve un bicylindre parallèle de 885 cm3. Il développe 99 chevaux et 81 Nm de couple. Des chiffres respectables pour une routière sportive de moyenne cylindrée. Et ses performances sont loin d'être négligeables. La réponse à l'accélérateur est vive. Le moteur monte volontiers dans les tours et le couple est disponible rapidement. Malgré ses caractéristiques intéressantes, la F900 XR a eu du mal à trouver son identité et sa clientèle. Avec ses 223 kg, la XR n'est pas légère. Elle donne une impression de lourdeur à l'avant, surtout à basse vitesse, et son équilibre n'inspire pas la confiance attendue d'une sportive. Par ailleurs, les motards au long cours se rendent vite compte qu'elle manque de protection contre le vent, de confort d'assise et d'options de bagagerie par rapport aux routières plus imposantes. Elle est trop agressive pour une conduite tranquille et trop encombrante pour s'amuser sur les petites routes sinueuses. Et c'est un problème. Vient ensuite le prix. Affiché à partir de 11 695 $, le F900 XR se positionne en concurrence directe avec plusieurs modèles plus raffinés ou plus spécialisés. Des motos comme la Yamaha Tracer 9 GT ou même la Suzuki GSX S 100 GT offrent des équipements supérieurs ou une clientèle plus fidèle dans la catégorie des routières. Et pour un prix légèrement supérieur, les acheteurs peuvent s'offrir des routières de taille standard, plus imposantes, plus confortables et dotées d'équipements électroniques plus performants. Côté électronique, la XR ne manque pas de technologie. Elle est équipée de freins ABS en virage, de plusieurs modes de conduite, d'un anti-patinage et d'un écran numérique couleur. Des packs optionnels permettent d'ajouter une suspension semi-active, un démarrage sans clé et même un passage de vitesse rapide. Mais rien de tout cela ne la distingue vraiment sur le marché actuel, très concurrentiel. Face à une multitude de motos proposant navigation tactile, régulateur de vitesse adaptatif et système Bluetooth intégré, la XR ne fait pas figure d'avant-garde. Elle est compétente, certes, mais c'est tout. Le confort est également mitigé. La position de conduite droite et le pare-brise réglable offrent une bonne ergonomie pour les courts trajets. Mais la selle peut paraître dure après 1 heure ou 2, et les vibrations du moteur se font sentir dans le guidon à vitesse élevée. Les motards, qui s'attendent à un confort optimal sur les longs trajets, se sentent souvent fatigués plus tôt que prévu. De plus, le design anguleux de la moto, bien qu'attrayant, a mal vieilli aux yeux de nombreux adeptes de la tourisme traditionnelle. Pour les motards plus âgés en particulier, le design de la XR peut sembler trop vif et agressif sans que le confort de conduite ne soit à la hauteur. Même les fidèles de BMW ont hésité. La XR n'a pas le prestige de modèles comme la R125 GS ou la K1600 GTL. Elle n'offre ni les sensations mythiques du moteur boxer, ni la douceur du 6 cylindres en ligne. De ce fait, elle n'a pas su se constituer une clientèle fidèle. Au contraire, elle détonne dans les concessions, les acheteurs se tournant vers d'autres marques, des motos plus abordables et plus simples, ou des routières de luxe, toutes options. Malgré une fiche technique prometteuse et le badge BMW, la F900 XR n'a pas tenu toutes ses promesses. Des hybrides maladroites aux excès typiquement américains, notre prochain modèle mise tout sur le style, sans performance. Numéro 3. Harley-Davidson CVO Street Glide. À 50 000 $, la CVO Street Glide était censée incarner le summum du luxe Harley-Davidson. Peinture personnalisée d'usine, finitions exclusives, moteur haute performance et toute la technologie que Harley pouvait intégrer dans une seule moto. Sur le papier, elle était conçue comme la machine de rêve des motards de tourisme exigeants. Mais pour la plupart des propriétaires de Harley de longue date, la réalité fut un choc et pas des plus agréables. Le cœur de la CVO Street Glide est le bicylindre en V Milwaukee 8 114.
développant 115 chevaux et 198 Nm de couple, pour une cylindrée de 1917 cm3. Des chiffres impressionnants pour une moto de tourisme, sans aucun doute. Le problème ? Harley propose des performances quasi identiques sur la Street Glide Special, à partir d'un peu plus de 29 000 $. Alors, pourquoi dépenser presque le double pour une version améliorée d'usine quand on peut concevoir sa propre machine de rêve et réaliser une bonne affaire ? La CVO Street Glide est également équipée d'un système d'infodivertissement à écran tactile, couleur de 12,3 pouces, avec navigation, Bluetooth et aide à la conduite avancée. Le système audio Rockford Fosgate offre un son puissant et clair, même à vitesse élevée. Elle comprend des poignées chauffantes, des surpiqûres de sel haut de gamme, des accessoires assortis et une longue liste de finitions qui témoignent de son statut de modèle premium. Cependant, aucune de ces options ne justifie un tel écart de prix, surtout lorsque les caractéristiques de conduite restent globalement inchangées. La dépréciation est un autre problème majeur. Contrairement à la plupart des modèles Harley, qui conservent généralement bien leur valeur sur le marché de l'occasion, les CVO voient à leur prix chuter brutalement dès leur sortie du concessionnaire. Les motards qui ont déboursé une somme importante pour une CVO neuve constatent souvent qu'un an plus tard, sa valeur de revente a considérablement diminué. Et sur le marché actuel, les acheteurs sont plus prudents que jamais. Dépenser 50 000 $ pour une moto qui perd 10 à 15 000 $ de valeur dès la signature des papiers est tout simplement inacceptable pour la plupart des gens. Le confort et les capacités de voyage ne font pas défaut. La CVO Street Glide avale les kilomètres avec aisance. La suspension est souple, la selle moelleuse et le moteur Milwaukee 8 offrent une puissance de croisière sans effort. Cependant, ces mêmes atouts se retrouvent sur la Street Glide Special, bien moins chère. Pour de nombreux motards, les finitions et les équipements de luxe supplémentaires ne justifient pas à eux seuls le prix. La personnalisation est un autre point faible majeur de cette moto. Les motards Harley aiment personnaliser leur machine. Avec la CVO, la plupart des éléments de design sont déjà fixés en usine, laissant peu de place à l'expression personnelle. Et pour 50 000 $, la plupart des passionnés de Harley préfèrent choisir leur peinture, configurer leur système audio et optimiser le confort et les performances de leur machine. Cette liberté de personnalisation fait partie intégrante du caractère unique de la Harley. Et elle est largement absente de l'expérience d'achat de la CVO. Au final, on se retrouve avec une moto indéniablement haut de gamme, mais pas suffisamment pour justifier son prix. Ses équipements sont de premier ordre, ses performances solides et son confort excellent. Cependant, quand on peut obtenir 90% des mêmes sensations pour presque la moitié du prix, on comprend aisément pourquoi la CVO Street Glide ne se vend pas comme des petits pains en concession en 2025. Pendant que Harley-Davidson s'adonnait à la surfacturation du luxe, une autre marque japonaise concevait une moto que personne ne comprenait. Numéro 2, Suzuki GSX S1000 GT. Une moto sport touring moderne, au style audacieux et anguleux. Une position de conduite axée sur le confort et un cœur de sportive sous le capot. Elle avait la puissance, le pedigree et le potentiel pour rivaliser avec des modèles comme la Yamaha Tracer 9 GT et la Kawasaki Ninja 100 SX. Et pourtant, en 2025, cette Suzuki prend la poussière chez les concessionnaires du pays. Au cœur de la GT se trouve un moteur 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide de 988 cm3. Développant 150 chevaux et 107 Nm de couple. Il figure parmi les motos sport touring les plus performantes de sa catégorie. Ce même moteur éprouvé, issu de la légendaire lignée des Suzuki GSX-R, est vif, agressif et parfaitement capable d'enchaîner les virages serrés comme les longueurs sur autoroute. Sur le papier, il répond à toutes les attentes, mais c'est là que les problèmes commencent à apparaître. Tout d'abord, Suzuki a fixé le prix de la moto à 13 199 $. Ce tarif la place dangereusement près de modèles de tourisme haut de gamme, dotés d'équipements électroniques et de confort plus sophistiqués. Et bien que la GT comprenne un grand écran couleur, la connectivité smartphone, des fixations pour bagages intégrés et une suspension réglable, l'ensemble technologique semble dépassé. Les motards qui s'attendent à un régulateur de vitesse, à des réglages électroniques de précharge ou à une suspension semi-active risquent d'être déçus par la GT. L'ergonomie, bien que supérieure à celle d'une sportive pure et dure, reste un peu trop agressive pour de nombreux adeptes du tourisme au long cours. La selle est étroite, le pare-brise offre une protection limitée aux personnes de grande taille, et l'ensemble privilégie la sportivité au confort. De ce fait, la moto se situe dans une position intermédiaire étrange, trop sage pour les motards sportifs purs et durs, et pas assez confortable pour les motards au long cours. Au final, c'est un compromis que peu d'acheteurs recherchent en 2025. Le poids est également un point à prendre en compte. Avec ses 246 kg, la GT se montre stable à haute vitesse, mais encombrante dans les manœuvres de stationnement et les virages serrés. Elle n'est pas difficile à manier, mais elle n'est pas aussi agile que certaines de ses concurrentes plus légères. Son réservoir de 19 litres est suffisant pour les longs trajets,
mais sans plus, surtout compte tenu de la puissance disponible qui incite à une conduite sportive, et qui, de ce fait, consomme plus de carburant que prévu. L'un des principaux défauts de la GT réside dans son identité. Elle n'incarne pas pleinement le rôle de routière de luxe, et manque par ailleurs d'un caractère suffisamment affirmé pour rivaliser avec les véritables sportives. Or, sur le marché actuel de la moto, la clarté du positionnement est primordiale. Les acheteurs recherchent une moto qui excelle dans un domaine précis, et non une moto polyvalente qui se contente de quelques polyvalences. C'est là que la GT pêche. Elle essaie de tout faire, mais n'excelle en rien. Même parmi les fidèles de Suzuki, l'enthousiasme suscité par la GT s'est rapidement estompé. Les motards qui l'ont essayé ont souvent regretté son manque de raffinement ou ses performances plus dynamiques. Quant à ceux qui recherchaient à la polyvalence, ils se sont généralement tournés vers des modèles plus équilibrés, comme la Yamaha Tracer ou même la Honda NC 750X, qui offre une meilleure consommation et une plus grande facilité d'utilisation au quotidien à un prix inférieur. Malgré son moteur impressionnant et ses caractéristiques techniques respectables, la GSX S 1000 GT reste l'une des motos les plus méconnues de sa catégorie. Rapide, agressive et dotée d'un potentiel certain, elle peine à trouver sa place, faute d'une clientèle clairement définie et en raison de trop de compromis. Mais si vous pensez que celle-ci a été incomprise, la dernière de cette liste est tout simplement ignorée. Numéro 1, Honda Shadow Phantom. La Shadow Phantom était autrefois l'une des marques les plus fiables du segment des cruisers de moyenne cylindrée. Pendant des années, elle s'est forgé une solide réputation auprès des motards débutants grâce à sa fiabilité, sa facilité de prise en main et son style classique. C'était le genre de moto qui fonctionnait tout simplement. Une mécanique simple, une puissance délivrée en douceur et une faible hauteur de selle la rendant accessible à presque tous. Mais en 2025, cette formule ne suffit plus. Au cœur de la Shadow Phantom se trouve un moteur bicylindre en V à refroidissement liquide de 745 Nm3. Il développe 44 chevaux et 64 Nm de couple, des performances acceptables il y a 10 ans, mais aujourd'hui, bien en deçà des cruisers modernes de la même gamme de prix. Les motards d'aujourd'hui attendent plus de performance, même des modèles d'entrée de gamme, et la Phantom ne répond tout simplement pas à ces attentes. Affichée à 7 899 $, la Shadow Phantom se positionne dangereusement face à des motos offrant un rapport qualité-prix bien supérieur. La Honda Rebel 1100, par exemple, propose 86 chevaux et 133 Nm de couple, soit plus du double de la puissance de la Shadow pour seulement quelques milliers de dollars de plus. Et si l'on s'intéresse à d'autres marques que Honda, des motos comme la Yamaha Bolt ou la Royal Enfield Super Meteor offrent un meilleur rapport qualité-prix, un style plus affirmé et, dans certains cas, une cylindrée supérieure. Le système de transmission par arbre, autrefois considéré comme un atout pour sa facilité d'entretien, est désormais perçu comme un véritable handicap. Il alourdit inutilement la moto et atténue la réactivité à l'accélération par rapport aux transmissions modernes par chaîne ou courroie. Avec ses 210 kg, la Shadow Phantom n'est certes pas lourde, mais elle manque cruellement de maniabilité. Ajoutez à cela un moteur sous-dimensionné, et l'on comprend aisément pourquoi de nombreux motards la trouvent poussive aussi bien en ville que sur route. Ce qui pénalise vraiment la Shadow Phantom, c'est son manque d'évolution. La moto n'a pas connu de changement significatif depuis des années. Pas d'aide à la conduite avancée, pas d'intégration smartphone, pas de suspension améliorée, ni d'instrumentation numérique. Elle conserve son petit réservoir de 11 litres, sa boîte de vitesse à 5 rapports et ses compteurs analogiques d'un autre temps. Si cette simplicité peut séduire certains puristes, le marché dans son ensemble s'est tourné vers des motos alliant style classique et technologie moderne. Côté confort, la Shadow Phantom se défend bien. L'ergonomie est détendue, la selle est basse et large, et les repose-pieds avancés permettent aux pilotes de toute taille de trouver facilement une position de conduite. Mais une fois le confort passé, le manque de puissance et d'équipement devient criant. On a l'impression que la moto se bride. Elle convient pour un court trajet jusqu'au restaurant ou une balade tranquille en ville, mais pour tout autre usage, elle est décevante. Les concessionnaires commencent à ressentir la pression. Alors que de plus en plus de modèles restent invendus et inchangés dans les salles d'exposition, les acheteurs passent devant la Phantom, sans même la regarder. Même les motards débutants, qui constituaient autrefois le cœur de cible de la Phantom, la délestent au profit de motos d'entrée de gamme plus modernes et mieux équipées. Le marché de l'occasion est également saturé de Shadow des années précédentes, dont beaucoup en excellent état, et disponibles à des prix fortement réduits, ce qui diminue encore l'attrait d'un modèle neuf. Quelle moto mérite une seconde chance selon vous ? Et laquelle devrait être définitivement mise au rebut ? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses de moto sans langue de bois.